Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et quel plaisir, après avoir animé l'atelier sur la Mauritanie il y a de ça quelques heures, de basculer de l'autre côté du continent et de vous retrouver pour cet atelier donc, sur le numérique, qui est un accélérateur au service du développement de Djibouti. Je suis Thierry Lacroix, je n'ai pas changé depuis tout à l'heure. Je suis directeur Afrique du groupe OnePoint, qui est un cabinet de conseil qui se positionne comme architecte de la transformation numérique et digitale des acteurs privés et publics. Le numérique pour Djibouti, c'est avant tout une vision, c'est celle qui est portée par le chef de l'État, votre chef de l'État, pour l'horizon 2035, qui disait d'ailleurs que hier, Djibouti était une, je cite, était une terre de rencontres et d'échanges pour les échanges entre les hommes et les biens matériels. Et demain, ce sera une terre de rencontres et d'échanges pour les biens numériques. Tel est notre challenge. Cela, je trouve, traduit bien la situation de Djibouti, qui est une plateforme commerciale et logistique régionale aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Est, bien entendu. La technologie joue donc un rôle qui est important sur le plan du développement de la vision 2035, qui est pour créer donc une économie qui est digitale, forte et inclusive. Pour Djibouti, le digital, c'est une opportunité qui sert bien entendu pour créer de nouveaux modèles économiques, pour développer de nouveaux marchés intérieurs, créer des emplois, l'employabilité est un fort thème dont on va parler tout à l'heure, et renforcer cette position justement de hub commercial et logistique dont on parlait tout à l'heure en Afrique de l'Est. Cela passe donc par un écosystème tech qui doit être fort, qui doit être soutenu, qui doit être encouragé par les pouvoirs publics. Nous avons la chance d'avoir des panélistes qui en proviennent aujourd'hui. Alors, à la veille de l'élection présidentielle de Djibouti, nous avons la chance d'avoir justement 5 panélistes aujourd'hui de qualité avec nous. On vous en remercie. Vous avez une actualité forte en ce moment et qui vont se présenter donc, au fur et à mesure de nos échanges. Ce que je souhaitais, c'est qu'on commence d'abord par parler un peu de stratégie d'infrastructure, parce que c'est quand même la base, et avec une particularité forte pour Djibouti, puisque avec 8 câbles sous-marins, Djibouti, c'est le 4e État le plus connecté du continent. Et aujourd'hui, le pays se rêve donc en hub numérique régional. Djibouti, c'est le territoire, comme je disais, le plus connecté donc, au monde en termes de proportion de sa population, avec 800 000 personnes. Et c'est principalement en raison de cette situation géographique exceptionnelle sur la corne de l'Afrique, entre l'Afrique, les pays du Golfe, l'Asie, que Djibouti est apparu comme une terre d'accueil, justement privilégiée pour ses installations et ses infrastructures. Je voulais commencer avec le ministère de la Communication, des postes et des télécoms, justement, et comment est-ce que comment cette stratégie se traduit-elle aujourd'hui dans le quotidien des Djiboutiens et dans le développement de cet écosystème tech? Alors, qui attend avec nous, là, qui peut répondre à cette question? Je pense que le monsieur de Faisal, le directeur d'éthique, ne s'est pas encore connecté. Il ne s'est pas encore connecté. Très bien. Monsieur Yoni, je vois que vous êtes connecté. Je vais rebondir chez vous. On le disait tout à l'heure, donc il y a une forte connexion aujourd'hui qui a entraîné des activités annexes, dont notamment le stockage de données. Depuis 2013, Djibouti abrite le premier, d'ailleurs l'unique à ce jour, centre de stockage de data center dans la Corne de l'Afrique. Et comment aujourd'hui crée-t-on cette valeur-là? Comment monétisons cette valeur, cette data? Et que reste-t-il à faire pour justement monétiser toute cette data qui passe par Djibouti? Bonjour et merci pour nous avoir donné cette occasion de parler un peu de l'écosystème numérique de Djibouti. Pour tout ce qui est infrastructure, c'est vrai que peut-être notre collègue du ministère aurait peut-être donné des informations beaucoup plus précises. Mais en termes de data center, c'est vrai que maintenant on a un data center, on a aussi la chance d'avoir ces data centers qui est aussi un point d'échange pour la Corne d'Afrique où il y a pas mal de grands groupes du numérique à Djibouti maintenant qui ont leur point d'échange. On parle notamment de Facebook, de Google qui sont implémentés dans ce data center et qui ont des points d'échange au niveau de ces data centers de Djibouti Telecom, où Djibouti Telecom est un partenaire. À part le fait que c'est un data center qui quand même a bénéficié, comme vous venez de dire, de ces 8 câbles sous-marins et qui nous donne la possibilité d'avoir des temps de réponse, si je parle un peu techniquement, des temps de réponse par rapport à
à d'autres points d'échange au niveau, surtout sur tout ce qui est Asie, Saoudi-Arabie et à l'Arabie Saoudite. Et je sais pas si je pourrais aller au-delà, mais techniquement, je sais qu'il y a beaucoup plus des sociétés maintenant qui demandent à avoir leur point d'échange ici à Djibouti pour faciliter, parce que, comme vous avez dit aussi, on aspire à devenir aussi cette hub numérique. Donc, je pense que d'une manière générale, l'infrastructure à Djibouti, elle existe et Djibouti Telecom est un fournisseur d'infrastructures numériques au niveau national, mais aussi régional, parce que je pense que vous savez que nous, on fournit essentiellement du fibre de qualité à la Somalie, à l'Éthiopie voisine. Et l'objectif, pour avoir un peu travaillé avec les ministères et avec Djibouti Telecom, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir accélérer et ne pas se limiter à ces fournisseurs de câbles de fibre, mais de s'implémenter aussi au niveau régional. Donc, je pense que maintenant, à Djibouti, l'infrastructure est tellement maintenant mature que Djibouti aspire à carrément ouvrir des filiales de Djibouti Telecom au niveau régional. Donc, pour tout ce qui est infrastructure, on a tous ces câbles-là et je pense aussi qu'il faut souligner les derniers câbles qui s'appellent DAIR. Je sais plus l'acronyme, mais je sais qu'il y a un câble DAIR qui a été initié par Djibouti et qui est détenu majoritairement par Djibouti et qui est un câble quand même, c'est le premier câble initié par Djibouti. C'est une fierté de vraiment initier avec les coûts qu'on connaît pour tout ce qui est câble sous-marin. C'est un câble qui a été initié par Djibouti et initialement, on avait associé nos partenaires locaux, enfin régionaux, la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya. Mais je pense que ces initiatives nombreuses qui sont le fait de créer des câbles sous-marins et d'avoir cette initiative, le fait de pouvoir exporter et d'aspirer à délocaliser peut-être des filiales de Djibouti Telecom dans le régional, montre à quel point, au niveau infrastructure, numériquement, Djibouti est quand même stable. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute la politique du numérique, maintenant, est plus ou moins, enfin, notre rêve de se positionner en tant que hub numérique peut se concrétiser parce qu'il faut dorénavant peut-être aussi développer les services qui peuvent être déployés sur cette infrastructure. Mais pour tout ce qui est infrastructure, je dirais que nous sommes plus ou moins prêts et c'est sûr qu'on va peut-être aussi continuer à évoluer en maturité. Mais l'essentiel est là à Djibouti, que ce soit du data center qui est un data center, comme j'avais dit déjà, où il y a les clients des grands groupes internationaux sur tout ce qui est l'écosystème numérique, mais aussi en termes de câbles de sous-marins où de plus en plus de sociétés veulent s'implémenter et être associées à l'initiative de création des câbles sous-marins depuis Djibouti. Merci. Merci beaucoup, c'est très clair et je voulais rebondir sur cette infrastructure solide dont vous parliez justement avec M. Abdillahi de la CNSS. Quel a été l'impact justement de cette infrastructure qu'on peut qualifier de très solide, hein, vous venez de le dire, sur la résilience de Djibouti justement durant cette crise et ces 12 derniers mois? Bonjour. Comme ça a été évoqué, la Caisse nationale de sécurité sociale a profité pleinement de ces dispositifs qui sont mis en place depuis. En fait, c'est un chamboulement qui a commencé depuis 2014. J'appelle ça chamboulement parce que on était plutôt dans une position de papier, on était dans les archives papier, et nous avons décidé de faire en sorte d'intégrer le numérique de manière régulière et de faire en sorte que tous nos services puissent être automatisés. Il y a eu un très gros projet qui a été initié par la Caisse depuis 2016 et qui continue avec l'avènement de l'assurance maladie. Dans un premier temps, c'était l'automatisation de la Caisse, faire en sorte que tous les services de la CNSS soient digitalisés. Toutes les personnes ici, je pense, qui ont entendu parler de ce système. Et puis, avec l'avènement de l'assurance maladie, nous faisons en sorte que l'informatisation de l'assurance maladie soit aussi une priorité. Et nous avons aussi une vision, nous essayons de tendre vers la mise en place de la e-santé, cette e-santé qui va pouvoir répondre
par endroit à un désert médical que nous connaissons. Il est très difficile pour le pays de faire en sorte qu'il y ait des structures de soins dans les différentes régions, même des fois en fait des régions très reculées. On a essayé de voir ce qui se passe dans des pays comme le Rwanda. On a fait du benchmarking dans plusieurs pays et nous avons vu que les travaux qui ont été menés en Rwanda étaient des travaux qui étaient assez concluants. Et donc, dans le cadre de l'assurance maladie et pour mieux répondre aux besoins des populations en santé, cette vision de la e-santé a été développée en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons commencé à poser les jalons de ce projet et nous espérons avancer au plus vite grâce à cette technologie. Merci. Monsieur Achkir, pour rebondir là-dessus, est-ce que justement vous voyez comment est-ce que cette infrastructure, cette stratégie claire définie depuis déjà de certaines années, comment est-ce que cela se traduit-il en termes d'investissement? Je ne vous entends pas. Maintenant? Allez-y. Oui, donc comme je le disais, je me nomme Achkir Abdi, je suis analyste financier à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc nous, à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, on a opté pendant très longtemps à l'innovation technologique. Donc déjà, je vais vous parler un peu de la mise en place du guichet unique. Pour le guichet unique, c'est un département justement de l'ANPI qui regroupe plusieurs partenaires pour permettre à un investisseur étranger de pouvoir créer son entreprise facilement. Donc, la nouvelle politique qu'on avait optée, c'était justement, comme l'avait dit notre ami, c'était de mettre en place tous les formulaires et toutes les données disponibles directement sur notre plateforme. Donc, depuis l'année 2018, on a une plateforme en ligne, le guichet unique, donc, qui permet aux investisseurs étrangers d'avoir accès à l'intégralité des étapes de création d'entreprise, les formulaires demandés également, qui sont téléchargeables directement depuis la plateforme. Il y a également les coûts de création qui sont énoncés, ainsi que la durée de création de l'entreprise. La plateforme aussi va permettre de vérifier la disponibilité d'un nom commercial, par exemple, si le nom il a déjà été pris ou pas. Et nous allons également retrouver sur la plateforme des informations sur les différentes autorisations nécessaires, comme le raccordement à l'EDD, le permis de construire. Donc, vraiment, on a essayé de mettre tous les acteurs en commun pour faciliter la création d'entreprise dans une seule plateforme. Et surtout, ce que je veux rappeler, c'est que l'ANPI a été l'une des premières institutions à avoir développé cette plateforme qui justement regroupe tous les acteurs intervenant dans la création d'entreprise, ce qui a pu permettre de faire un bond énorme dans le rapport de Doing Business, même si c'est vrai qu'en 2020, on a baissé de quelques places, mais cette plateforme, elle a permis déjà de démocratiser l'accès aux formulaires, d'éduquer la population à tout ce qui est formulaire et procédure de création, mais aussi de permettre d'accéder tout ça depuis chez soi, surtout en cette période de Covid-19. Donc, je trouve que c'est très intéressant et qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent avec le domaine du numérique. Merci. Alors, on a parlé beaucoup d'infrastructures, on a parlé de Smart Nation, voire d'Impact Nation, mais justement, on va en parler un peu plus. La nécessité de basculer à une Smart Nation nécessite aussi des Smart People. Et donc, on va parler un peu d'employabilité, on va parler de formation. Samatar, je voulais m'adresser à toi là, sur ce sujet-là. En tant qu'incubateur et CEO de ce centre de technologie et d'innovation pour le développement et premier tech hub de la Corne de l'Afrique qui a été créé maintenant il y a 4 ans déjà, 2017. Quelle est, toi, ta vision justement sur cette employabilité, ce processus de formation, notamment autour des métiers du numérique et qui ne s'arrête pas uniquement à l'infrastructure? Merci Thierry. Bonjour à tous. Ça fait énormément plaisir de prendre part à Emerging Valley. Pour moi, c'est la seconde fois. J'ai eu la chance d'y aller en 2018 en présentiel et ici, le fait qu'on se retrouve tous
en version numérique nous montre que nous sommes en plein fouet dans cette crise post-Covid, ce qui fait que nous sommes en pleine digitalisation, si j'ose dire. En tout cas, merci pour cette question pertinente. Thierry, effectivement, Djibouti, comme il a été dit, se positionne en hub de par sa position naturelle géostratégique. Il y a beaucoup de potentialités liées à toutes ces infrastructures, mais pour essayer de catalyser, et comme le titre l'indique, pour accélérer ce déploiement, il faut des hommes et des femmes qui puissent appréhender justement les outils technologiques. Et nous, ça fait quand même 4 ans que nous travaillons à un peu booster l'écosystème en mettant en place des formations spécifiques et adaptées. En partant des tout petits, on a mis en place un programme qu'on a appelé Code for Youth avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'UNICEF, les partenaires. Et nous avons depuis formé environ 250 jeunes dans les collèges, non seulement de la ville et des régions reculées. Donc, cette place que Djibouti veut avoir et qu'elle a déjà de manière naturelle ne peut passer par une formation à la carte dédiée et un service, je vais dire, secteur de manière multidimensionnelle, parce qu'il y a c'est vrai, l'éducation nationale, il y a aussi d'autres acteurs comme il y a une structure d'accompagnement qui a été faite au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il y a beaucoup d'acteurs qui font qu'au final, on puisse former et accompagner les jeunes. Comme vous l'avez dit, cette Smart Nation, elle ne peut que se faire effectivement que si jamais on met le focus sur cette formation adaptée et agile. Parce qu'au final, tout le monde ne pourra pas être dans le même domaine, mais si au final, nous puissions en sortir quelques talents, quelques champions, quelques capitaines d'industrie, ça serait pas mal. Et vu la position de Djibouti en tant que hub technologique, vous n'avez pas de week-end, on parle aussi de croissance pratiquement depuis 10 ans, on a une forte courbe de croissance. Et pourtant, il y a un fort taux de chômage. Donc, ça veut dire que pas mal d'efforts qui ont été faits ne sont pas vraiment impactés. Il n'y a pas assez d'impact sur le terrain de manière concrète. Donc, c'est là que le digital a tout son sens, c'est que ce n'est pas capitalistique. Le digital, c'est juste des gens formés de manière agile qui ont besoin d'avoir juste de la connexion. Et Djibouti Telecom a déjà mis en place une certaine connectivité qui est parmi les plus importantes en Afrique. Donc, il y a juste cet état d'esprit d'entrepreneurs tourné vers le digital pour essayer de tirer profit de tous ces potentiels. Et là, ce travail-là, il est fait de manière assez intelligente avec plusieurs acteurs. Je regrette que le secteur général ne soit pas connecté avec nous parce qu'il aurait pu aussi parler de ce qu'ils font sur le plan public. Il y a beaucoup de programmes d'éducation nationale qui feront pour rendre l'école djiboutienne numérique d'ici 2030. Et nous, en tant que TechHub, justement, en tant que tiers-lieu, nous mettons l'accent pour aussi vraiment mettre l'homme au cœur du système parce qu'il y a toute une volonté, une logique qui est orientée sur l'infrastructure, sur le numérique en tant qu'infrastructure. Par exemple, on dit on doit équiper telle salle, telle place pour nous faire voir tel smartphone. Et vous savez, le taux de la croissance démographique de l'Afrique et de Djibouti en 2030, si on veut que tout le monde puisse avoir la connexion, on ne pourra pas donner un smartphone à tout le monde. Ça veut dire que si on donne un smartphone à tout le monde, on aura sur le marché des smartphones, alors que les pays africains et nos pays ne sont pas capables encore de créer ou de construire des smartphones. D'où l'intérêt de mettre en avant d'abord l'homme. C'est l'homme qui doit appréhender, non pas donc tout le focus doit se mettre au niveau de l'homme. Donc un homme capable de comprendre ces enjeux-là. Et comme on dit, 85% des métiers de demain ne sont pas encore connus. Il est temps de devancer un peu tout ça et de le mettre au diapason. Et je pense que Djibouti, de par sa jeunesse, nous avons un pays qui a plus de 65% de jeunes, de moins de 25 ans, et n'a pas d'autre alternative. Hein, comme on dit, il n'y a pas de plan B au numérique, on n'a pas le choix. L'alphabet d'aujourd'hui et de demain, c'est celui qui va pas être dans la digitalisation, qui ne va pas être dans le numérique. Donc, c'est important de pouvoir former, mettre en place des programmes axés sur ces formations spécifiques, agiles, parce que ça ne coûte pas énormément. Et nous, au niveau du centre, nous allons lancer incessamment un programme qu'on appelle Digital Academy, justement, qui a pour but d'inclure les personnes qui sont en recherche scolaire, qui n'ont
pas de certification, qui n'ont pas de diplôme, parce que le gap il est aussi là. Quand on parle de chômage, on a tendance à juger uniquement les gens qui sont sortis des universités, mais il y a un grand nombre de gens qui ne sont ni dans les écoles. Et les objectifs du gouvernement, d'après la vision 2035 et d'après toutes les visions africaines, même des Nations Unies, c'est que d'ici 2030, nous ayons des citoyens qui soient soit à l'école, soit en train de travailler, soit avoir une formation professionnelle adaptée. L'enjeu, il est là, c'est vraiment, et comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, Thierry, l'impact social, c'est très important. Nous avons un pays qui a beaucoup de défis liés à non seulement la transition numérique, mais aussi la transition écologique et le changement climatique. Il y a vraiment d'enjeux liés par rapport à l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Et le digital peut aussi permettre beaucoup et faire ce qu'on appelle l'effort, ce saut de volume qui peut permettre à quelqu'un qui soit un habitant des zones les plus reculées d'avoir accès à de l'eau potable ou d'avoir accès à de l'énergie grâce à des smart initiatives. Donc, voilà, donc la vision et l'ambition de Djibouti est affichée. Maintenant, il faut concrétiser parce qu'on n'a pas le choix. Les gens sont là, sont très nombreux. Les perspectives aussi, comme l'a dit le collègue de l'ANPI, sont au bout fixe. Malheureusement, Covid est passé par là. Il y a beaucoup de pays qui ont quand même su faire face. Mais comme on dit souvent, et comme le disent les Chinois, les opportunités, les crises amènent des opportunités. Et je pense que cette période post-Covid nous amène tous à réfléchir à comment mettre en place des programmes de résilience par rapport à tout ça. Et je pense que de manière publique-privée, à la fois entre l'État, les structures privées, la société civile, de manière en symbiose, pourrait permettre de lever pas mal de barrières. Entièrement d'accord. Merci beaucoup, Samatar. Effectivement, donc, ça nous a permis de parler un petit peu d'infrastructure, un peu d'éducation, de formation, d'employabilité derrière. On a des sujets de financement également, on a des sujets de sécurité. Là, je voulais passer la parole justement sur ce sujet-là à M. Garat de la Banque centrale de Djibouti. En tant que responsable de la supervision bancaire, quel rôle aujourd'hui joue votre entité dans cet écosystème? Merci Thierry pour cette invitation tout d'abord. Donc, effectivement, je m'occupe des questions de supervision du secteur financier, mais ça englobe également les questions réglementaires. Donc aujourd'hui, il faut souligner que l'outil connaît un développement rapide dans le domaine financier avec le développement d'un nombre d'infrastructures. Donc nous avons comme mission principale l'élaboration de cadres légaux, cadres réglementaires, donc qui puissent permettre de faciliter l'accès au financement, mais qui puissent également permettre d'élargir l'inclusion financière au niveau de la population. Nous venons tout juste d'élaborer une stratégie nationale en matière d'inclusion financière avec des objectifs, il faut avouer, qui peuvent paraître ambitieux, mais qui démontrent effectivement très clairement la volonté aussi des autorités de pouvoir utiliser dans tous les mécanismes, infrastructures disponibles qui sont l'histoire du début pour pouvoir porter le taux actuel de bancarisation qui est de 100%. Donc, dans les 5 prochaines années, à doubler ces taux de sorte à pouvoir donc assurer une plus grande inclusion financière des coûts les plus vulnérables de la population, mais également à l'endroit des jeunes et des femmes qui demeurent finalement les couches les moins couvertes par les services bancaires et financiers. Donc, pour ce qui nous concerne, je disais, donc, nous avons élaboré une série de textes réglementaires à partir de 2013 qui portent notamment sur la modernisation des systèmes nationaux de paiement, avec également des investissements majeurs à travers l'implémentation actuelle qui est vraiment dans cette dernière phase d'un système de transfert automatisé. Donc, qui va pouvoir faciliter en tout cas l'interopérabilité des différents systèmes qui utilisent actuellement les banques et de pouvoir également renforcer la présence du numérique dans les transactions quotidiennes des clients des banques, mais également assurer
une plus grande interopérabilité donc, entre les différents systèmes qui existent ici, donc un souci de réduction des coûts de transaction qui peuvent paraître élevés par rapport à un certain nombre de différents comparatifs. Donc, nous avons à côté de cela initié également un certain nombre de programmes de renforcement des capacités, donc en s'inspirant d'expériences réussies dans les pays de la sous-région. Tout à l'heure, le collègue de la CNSP et le Rwanda en exemple, donc autour du Rwanda, autour du Kenya. Donc, nous essayons effectivement de dupliquer ces bonnes pratiques pour pouvoir les faire profiter à la population. Donc, nous avons également tiré un certain nombre de leçons, je dirais, première phase de la pandémie sanitaire, où clairement, effectivement, le recours systématique à la digitalisation est apparu comme une nécessité impérieuse. Il est important, effectivement, de ce côté-là, les institutions financières, les banques, bien entendu, et également les institutions microfinances continuent à investir de sorte à pouvoir rendre plus actifs les services et produits offerts par les institutions financières. Un dialogue très continu au niveau du secteur. Donc, nous mettons en place également un certain nombre de dispositifs pour accroître également la concurrence des différents intervenants du secteur. Donc, effectivement, dans un de mieux servir la population et de faciliter et élargir l'accès aux populations. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Yonis, alors si on prend le pendant sécuritaire, on va dire justement, de cet écosystème-là, comment est-ce que vous, aujourd'hui, arrivez à sécuriser l'ensemble de ces transactions, à sécuriser cette data qui est très importante, on l'a vu, notamment dans la mesure où ça joue le rôle de hub avec des pays de la sous-région et donc vous touchez des données notamment souveraines. Monsieur Yonis, vous m'avez entendu? Je vous laisse mettre les écouteurs. Vous m'avez entendu? Là, c'est nous qui on ne vous entend pas. Allez-y, dernière tentative. Je crois qu'on vous a perdu. Monsieur Abdillahi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous vois bouger. Parfait. Oui, je suis avec vous. Je vais profiter dans ce cas-là, puisqu'il s'agit de sécurité de données, j'ai noté ceci. Exactement. Je laisse Yonis reprendre, je reviendrai dessus. Non, je crois que ça va être pour vous. D'accord, oui. En fait, c'est une grosse problématique à la sécurité des données. Nous, au niveau de la sécurité sociale, nous avons des données qui sont d'ordre médical et aussi des données qui relèvent des informations et de l'identité de chaque immatriculé. Cette question s'est posée en 2014 avec l'avènement de l'assurance maladie et puis là aussi, elle se repose encore. Au début, lorsque la sécurité sociale avait mis en place des cartes biométriques où on récupérait les données digitales de chaque assuré, la question était de savoir est-ce que c'est à la CNSS de pouvoir sauvegarder ces données. La même chose que pour la politique de changement de carte qui est initiée actuellement, toujours cette question des données se pose, la sécurité, et puis le sacro-saint secret médical doit être aussi préservé. Donc, dans cette réflexion de la digitalisation, on est toujours là, très friand de la sécurité des données. Et pour le moment, nous avons trouvé un compromis, c'est de faire en sorte que certaines données soient directement hébergées au niveau de l'ANSSI,
cette agence qui est très importante et qui nous suit dans les différentes étapes de notre informatisation et de la digitalisation de nos différents services. Je pense que maintenant tout le monde m'entend, hein, c'est ça? Exactement, allez-y. Désolé. Oui, justement, juste, enfin, avant de peut-être directement parler de la Sécu, je vais essayer de poursuivre la CNSS pour un peu parler aussi de l'ANSSI d'une manière générale, hein. Donc, je représente ici l'ANSSI, qui est cet organe qui coordonne un peu la digitalisation et la modernisation de l'administration publique dans son ensemble. Et on essaie de jouer un rôle de coordination entre les différentes parties prenantes gouvernementales pour qu'on puisse offrir. En fait, l'idée, c'est de pouvoir déjà profiter de tout ce qu'on a parlé des infrastructures. On a parlé aussi maintenant des formations avec Samatar, aussi de l'inclusion financière avec Gara du Banque centrale. C'est tout ça concourt à in fine, offrir aux usagers l'avantage d'utiliser les services numériques donc pour le développement du pays. Et une de, une des revendications des usagers, c'est de pouvoir, c'est de toujours pointer du doigt la lourdeur administrative. Donc, je pense que cette lourdeur administrative, c'est quelque chose qui est commun à tous les gouvernements du pays, hein. Donc, tout ce qui est démarche administrative, c'est quelque chose qui revient de tous les pays. Et nous, par aussi la, notre positionnement géostratégique et le fait qu'on a quand même une infrastructure qui est solide et qui peut supporter des innovations, on a voulu faire quelque chose de généralisé à tous les niveaux de dématérialisation. On a aussi, il faut aussi souligner qu'on a un réseau gouvernemental dédié pour le gouvernement qui est pas celui de Djibouti Telecom, le seul opérateur national. Mais à côté de ça aussi, on a, peut-être on va arriver à la sécurité. Donc, on gère tout ce qui est aspect cybersécurité. Maintenant, il y a deux niveaux, je pense qu'il y a deux ou trois niveaux maintenant de cybersécurité. C'est que il faut déjà, on s'est rendu compte qu'au niveau national, à l'instar d'autres pays en voie de développement, il y avait un vide juridique. Il faut savoir que historiquement, tous nos process se faisaient en support papier. Et le cadre juridique était adéquat à ce genre de process. Maintenant, pour pouvoir digitaliser, il a fallu aussi retoucher et refaire des répondre sur le texte existant pour qu'ils puissent prendre en considération les aspects numériques des processus métiers. Et parce qu'il y a cette procédure informatisation des données, il a fallu prendre en considération, comme souligné tout à l'heure le monsieur de la CNSS, cet aspect de gestion des données personnelles. Donc c'est un enjeu, ça fait aussi ça joue aussi sur la confiance des usagers par rapport aux services offerts par le gouvernement. Et au niveau national, on est en train de réformer tous les textes qui touchent au numérique. Et on est en train de faire un code numérique du pays où il y a 7 à 8 textes, projets de textes qui vont être soumis à l'Assemblée nationale. Euh, de la protection des données privées à la formalisation des signatures électroniques, en passant par tout ce qui est cybersécurité et cybercriminalité, on est en train de revoir pratiquement tout l'écosystème juridique qui s'applique au numérique. Au-delà des aspects juridiques, il y a aussi les aspects institutionnels où on est en train de mettre en place des institutions qui vont gérer tout ce qui est incident informatique. Parce que c'est bien beau de pouvoir dématérialiser tout ça, mais à un moment donné, comme on est aussi cet organe de coordination, il faut qu'on puisse donner aux organisations gouvernementaux des centres où ils peuvent reporter leurs incidents informatiques. Et donc, du coup, on est en train de mettre en place ces centres de réponse aux incidents informatiques au niveau national et aussi de créer une cellule de crise numérique parce que c'est vrai qu'on a une infrastructure robuste, c'est vrai qu'on attire de plus en plus maintenant hein, avec le développement de ces câbles-là et l'arrivée des grands groupes au point d'échange de Djibouti, des data centers de Djibouti. On intéresse de plus en plus les cyber malveillants. Donc, il faut mettre en place les textes, mais il faut aussi mettre en place des cellules qui peuvent répondre rapidement aux incidents.
Donc, à l'ANSSI et au niveau national, on a en même temps les cadres légaux qui peuvent nous permettre déjà euh, pénaliser les cybermalveillants, parce qu'il y a aussi, il faut avoir tout ce qui est corpus réglementaire et légal, mais aussi on a les compétences pour répondre rapidement des attaques. Et aussi, on a des programmes de formation des institutions étatiques. Donc, on est en train de mettre en place au niveau national des formations adéquates des premiers niveaux sur toutes les institutions étatiques. Et tout ça est écrit dans une stratégie nationale et qui est en cours d'adoption et qui un peu regroupe l'ensemble des aspects cybersécurité que doit adopter un État pour garder sa souveraineté numérique. Donc, c'est vrai qu'il y a des activités, il y a des aspects qui sont à l'état embryonnaire, mais sur tout ce qui est gestion, monitoring, surveillance de l'espace numérique national, pour l'instant, on peut dire que le premier niveau de gestion de la cybersécurité au niveau national est réalisé. Et la cybersécurité, comme vous savez, c'est les jeux de, du chat et de la souris. Hein. Donc, tu ramènes des ripostes, l'attaquant toujours cherche à faire quelque chose, mais c'est quelque chose quand, dans sa globalité, que ce soit sur les aspects légaux et techniques et institutionnels aussi, Djibouti est en train de prendre ça au sérieux. D'ailleurs, le département cybersécurité a été créé en même temps que l'Agence nationale du système d'information de l'État pour accompagner justement dès le début la mise en place de ces dématérialisations au niveau national. Merci. Et ce qui m'intéresse là, Samatar, c'est de voir justement dans le cadre de cette stratégie qui est claire, qui est poussée par le gouvernement et l'action publique, quel rôle finalement jouent les startups, les incubateurs, les jeunes locaux. On a parlé d'inclusion financière tout à l'heure, mais il y a également l'inclusion en termes de la jeunesse et puis des territoires aussi. Quel rôle finalement jouez-vous dans l'ensemble de cet écosystème-là? Très bien. Comme on le dit, et comme on ne le dit pas uniquement, et c'est un fait avéré, c'est que les jeunes, la jeunesse, et comment leur donner un emploi, c'est vraiment au cœur de la politique nationale. On avait parlé tout à l'heure des enjeux de l'actualité. Donc, la question est, nous avons à peu près 65% de la population qui est moins de 25 ans et qui est dans une grosse partie employable. Et comment arriver à donner des emplois, et pas que des emplois, mais des emplois décents, c'est un peu une volonté nationale, pas que publique, mais aussi pour le secteur privé. Et là, c'est là que le digital, cette vision par rapport au digital pourrait un peu booster ou catalyser l'écosystème, non seulement pour créer de la valeur, créer des richesses pour eux, mais aussi pour booster l'écosystème de l'innovation dans un pays comme Djibouti. Il y a pas mal de potentialités liées au port, il y a le secteur de la finance, notamment le Somalique, mais Djibouti est aussi un hub financier. C'est une plaque tournante de la finance régionale. C'est une plaque tournante de télécom, c'est une plaque tournante pour beaucoup de secteurs stratégiques, à la fois pour le pays, mais aussi pour la sous-région. L'idée de l'enjeu, c'est comment permettre au fait, finalement, aux habitants, ceux qui doivent d'abord en premier vivre de ça, pour qu'ils n'en puissent pas seulement en vivre, mais qu'ils puissent même s'exporter. Vous savez, maintenant, les enjeux, ça dépasse un territoire. Vous n'avez pas de territoire. Djibouti, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Et comme il y a le marché panafricain qui s'est récemment mis en place, lorsque on a une innovation ou quelque chose, un success story qui va se déployer à Djibouti, vous savez, les investissements directs à l'étranger visent l'Interland, ils visent l'arrière-pays. Donc, c'est tout bénéfique pour un pays comme Djibouti et les Djiboutiens de pouvoir faire en sorte que tout ce qui se fait en termes de projets innovants ou de gros investissements puisse avoir un effet, un impact non seulement pour Djibouti, mais pour la sous-région et voir le continent. Donc, les startups, dans tous les écosystèmes en Afrique, vous avez remarqué qu'il y a eu un boom entre 2016 et aujourd'hui. Il y a plus de 600 tech-hubs sur le continent. Et il y en a de plus en plus dans les zones les plus reculées. Et Djibouti n'est pas en reste. Donc, l'idée, c'est comment permettre à ces jeunes d'être dans l'agilité, parce que les tech-hubs permettent de faire un peu de la recherche-développement de manière rapide et agile, avec très peu de coûts, parce qu'au final,
Il s'agit de tester des prototypes et aller voir des clients publics ou privés. Par exemple, récemment, nous avons fait un concours en hackathon avec des jeunes, financés, supportés par exemple, Djibouti Télécom. Djibouti Télécom, notre partenaire national, s'est rapproché de nous pour financer et appuyer un concours de créativité des jeunes en hackathon. C'était impensable il y a quelques années. Et aujourd'hui, des grands groupes comme ça se mettent au diapason parce que la réalité est là. Il faut permettre aux jeunes d'avoir un écosystème qui permette d'avoir non seulement qu'ils créent, qu'ils innovent, mais aussi que ces grands groupes puissent être des clients. Je pense que la CNSS a beaucoup d'initiatives dans ce sens pour que ces jeunes deviennent non seulement des futurs PME, parce que les startups, finalement, c'est un passage, c'est 3 ans, c'est rien. L'idée, c'est de vraiment fixer à avoir des PME, en tout cas des TPE, PME qui puissent être durables dans le temps et qui puissent être, pourquoi pas, compétir à l'échelle de la région, à l'échelle du continent. Oui, c'est un enjeu, c'est une réalité, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faudrait que, et concrètement sur le terrain, le gap peut peut-être venir des fonds. Beaucoup de jeunes disent qu'ils n'ont pas assez de financement avec le gap se met à ce côté, mais je dois citer peut-être l'initiative que l'État a mis en place il y a très peu de temps, qui est le guichet, la caisse de garantie partielle, qui leur permet de garantir en partie, en tout cas avec les banques, des projets bancaires. Et là, la difficulté, elle est là. Les banques ne sont pas des financeurs, ils sont là pour faire aussi de l'argent. Et lorsqu'on met le focus, on parle des programmes d'accompagnement agile, c'est pour permettre à ces jeunes de voir des projets bancaires, tout simplement. Et parmi, je pense, les initiatives qui sont indiquées dans le cadre de la campagne, il y a aussi une très belle initiative qu'il faut souligner, qu'on avait déjà poussée au niveau panafricain avec Effort Policy, c'est qu'il puisse y avoir, par exemple, un certain pourcentage de start-up, de très petites entreprises djiboutiennes, qui puissent avoir accès à des marchés publics. Donc, je pense que Malik peut compléter, mais il y a un pourcentage qui est donné, c'est une première, à des jeunes djiboutiens qui puissent avoir accès à des marchés publics. Donc oui, les jeunes sont là, ils dynamisent l'écosystème, à nous, au secteur de l'accompagnement, et aux banquiers, et à tout l'écosystème, des pourvoyeurs de données, et les clients que peuvent être les grands groupes, parce que les grands groupes, ce sont ceux qui emploient le plus de personnel. Djibouti est un pays qui vise à être un pays 100%. Vous avez parlé de start-up nation entrepreneurial, mais il y a encore les structures publiques ou parapubliques qui sont encore là, comme les ports, comme la caisse, comme l'électricité Djibouti ou Djibouti Télécom, à elles d'être aussi des clientes pour les initiatives de ces jeunes. Alors, vous m'ôtez la question de la bouche, c'est exactement ce que j'avais posé comme question à M. Abdillahi. Est-ce que vous confirmez, justement, en plus vous êtes en charge de l'assurance maladie universelle, donc c'est une double question, c'est à la fois une question d'inclusion financière, comment est-ce qu'à travers la mise en place de l'AMU, vous utilisez le digital, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous utilisez justement ces compétences qui sont à votre disposition et qui sont formées notamment à travers la structure de Samata? Très bonne question. Nous avons essayé, par exemple, pour le paiement de certaines pensions, parce que la CNSS, c'est pas que l'assurance maladie universelle, c'est aussi d'autres risques comme les pensions. Donc, nous avons essayé d'initier ceci depuis le dernier trimestre, à faire en sorte de pouvoir payer certaines pensions via les téléphones mobiles grâce au système de paiement. Ça s'appelle comment, Nomadcom ou Samantha, tu veux me corriger? C'est D-Money, voilà, via D-Money. Voilà, via D-Money, et essayer de toucher le maximum de personnes parce qu'en fait, connaissant le taux de bancarisation dans le pays, on essaie d'éviter qu'il y ait trop de personnes qui viennent à la CNSS pour récupérer des pensions. Donc, via cette société D-Money, on essaye de payer certaines pensions via le digital. Si on revient à l'assurance maladie, nous avons essayé dans un premier temps à développer un portail qui allait permettre aux gens de pouvoir s'immatriculer, s'affilier facilement, au lieu de venir jusqu'à des points de la CNSS, pouvoir avoir les formulaires nécessaires et pouvoir s'immatriculer. Là aussi, je rebondis sur ce qui a été dit au niveau du guichet unique. C'était un travail aussi qu'on avait eu ensemble et qui a permis de toucher le maximum de personnes.
Et actuellement, il y a une stratégie qui est en train d'être développée. Cette stratégie, c'est de faire en sorte de se rapprocher du maximum de personnes, notamment les personnes qui sont dans le secteur informel. Ces personnes-là qui sont dans ce secteur ont plutôt une phobie de l'administration de manière générale. On essaye d'adapter notre langage et d'adapter les différents formulaires et les différents contacts à ces personnes. On voit que le téléphone portable se retrouve entre les mains de tout le monde et qu'il y a des activités, il y a des possibilités de les rapprocher de nous en dématérialisant le maximum de services. Merci. Monsieur Ashkar, là justement, je vous vois dire oui, depuis tout à l'heure, vous êtes revenu, donc re-bienvenue parmi nous. Est-ce que vous confirmez ça? On parle beaucoup de guichet unique depuis tout à l'heure, là. En tout cas, c'est un mot qui revient régulièrement. Quel a été l'impact justement de la mise en place de ce guichet unique, y compris sur la partie inclusion et bénéfice du digital au bénéfice de l'inclusion, que ce soit des territoires, des communautés, des populations individuelles? Oui, merci et désolé pour l'interruption. Comme je vous disais, on a une petite coupure de courant. Donc, comme je vous disais, maintenant justement pour le guichet unique, comme mon Racine l'a dit, on a essayé de regrouper plusieurs départements en même temps. Donc, ça a permis quoi? Justement, le regroupement de ces partenaires-là et la disponibilité de toutes ces logistiques en ligne. Ça a permis déjà d'augmenter le nombre de créations, puisque les procédures ont été facilitées. Qui dit augmentation du nombre d'entreprises dit création de réelle plus-value en richesse. Aussi, il faut noter qu'il y a à peu près 2 ans, Djibouti s'était classé à la 99e place du classement Doing Business, justement par rapport à la facilitation de tout ce qui est création d'entreprise, de raccordement, etc. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu une grande différence lorsqu'on a rassemblé tous ces acteurs-là en ligne, justement sur une même plateforme, qui partagent des données uniques qui sont accessibles depuis n'importe quelle institution, justement. Et cette disponibilité-là, justement, elle a permis de toucher tout le monde, comme des plus jeunes aux plus vieux. Et en même temps, comme mon ami de la CNSS l'a dit, c'est pouvoir toucher tout le monde avec la plus grande facilité. Il ne faut pas que ce soit trop difficile. Il faut que même celui qui n'a pas des connaissances basiques en informatique puisse arriver à s'y retrouver. Et justement, ces nouvelles technologies-là, déjà, elles ouvrent des possibilités. Déjà, comme la plateforme de paiement électronique d'e-money. Et il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent avec ça aussi. Comme on avait parlé des difficultés d'accès au crédit, justement, pour les entrepreneurs. Dans l'avenir, on espère, il y a déjà eu ces cas-là dans d'autres pays en Afrique et en Europe, ce sont les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire les plateformes qui permettent à plusieurs personnes de pouvoir, si on dit ça, cotiser dans une cagnotte numérique en ligne pour pouvoir commencer leur projet. Donc, cette plateforme-là, déjà aussi, elle pourrait permettre aux personnes qui ont des difficultés d'accès au financement et aux liquidités d'avoir ce capital de départ. Une fois ce capital de départ acquis, ils pourront commencer à créer leur entreprise. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent là. Il y a beaucoup d'opportunités aussi. Et justement, on essaie de développer tout ça avec l'appui justement de toutes les institutions en place actuellement. Et vraiment, un avenir prometteur apparaît au gros jour. Monsieur Garad, vous êtes au cœur de l'ensemble de ces transactions-là. Comment vous réagissez par rapport à tout ce qui vient d'être dit là? Oui, effectivement, comme on l'a souligné tout à l'heure, pour nous, l'objectif aujourd'hui demeure en fait l'accès aux services financiers de manière générale à dépendre de la population. On l'a souligné tout à l'heure. Le principal défi pour nous reste l'inclusion financière qui est repris dans un des 3 axes prioritaires du Fonds national de développement pour du Donc, nous avons, à travers effectivement les développements du numérique, à travers le développement de
digitalisation, on parlait tout à l'heure des leçons tirées aussi de cette crise liée à la pandémie sanitaire. Effectivement, nous encourageons les établissements financiers à davantage recourir, pour ne pas dire systématiquement, à l'utilisation des moyens digitaux. Cela passe bien entendu également par une politique en matière d'éducation financière, notamment les populations rurales aujourd'hui qui sont exclues du système financier, mais également la population des personnes un peu plus âgées, donc pour lesquelles effectivement des efforts particuliers doivent être faits pour pouvoir leur permettre de bénéficier en tout cas des avantages que peuvent procurer le déploiement donc plus large de ces nouveaux moyens de paiement. Donc nous avons pour cela effectivement, donc à travers les banques, à travers un certain nombre de systèmes que nous développons sur la phase de l'outil, à travers l'agrément également d'un certain nombre d'opérateurs, notamment dans le domaine de la monnaie électronique. Donc nous essayons effectivement de toucher un nombre plus grand. Donc certaines couches de la population, par exemple, qui étaient là exclues du système financier, donc nous essayons effectivement, donc à travers des partenariats, des institutions telles que la CNSS, par exemple, pour qui concerne la population des dépensiers dont a parlé tout à l'heure. Il s'agit également de bancariser, en tout cas, des agents de l'État, donc c'est un processus qui a commencé cette année, des salariés du secteur privé, mais également de toucher de façon plus large cette population importante aujourd'hui qui œuvre dans le secteur informel. Donc, il s'agit à travers les passerelles qu'on vient de mettre en place, accompagner la population vers une formalisation qui puisse leur permettre d'accéder à la vie de pouvoir bénéficier de plus d'efficacité en matière d'accès finalement financier. Effectivement, je dirais demeure aujourd'hui notre priorité compte tenu du fait qu'aujourd'hui, effectivement, comme ça a été souligné, nous sommes confrontés à cette problématique en matière de chômage, notamment de jeunes. Donc, il est important aujourd'hui, effectivement, qu'à travers le développement du secteur financier, nous accompagnons le développement du secteur privé. Et ça passe effectivement par l'utilisation de moyens modernes, utilisant notamment le numérique et la digitalisation. Merci, et je trouve que c'est un beau mot de la fin. Ce qui me rassure d'un autre côté, c'est que vous semblez bien vous connaître tous, et donc ça montre effectivement que l'ensemble de l'écosystème se connaît et travaille ensemble, et c'est fondamental. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les pays où ça fonctionne. Et donc, de nombreux projets en cours. On a parlé d'e-santé, on parle de réglementation, on parle de nouveaux codes également du numérique. On a parlé de nouveaux sujets sur la sécurité, la cybersécurité, en tout cas des gros sujets fondamentaux, d'employabilité également. Donc beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités, donc, y compris d'ailleurs pour le positionnement d'entrepreneurs locaux. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Donc, je retiens une vision claire, une stratégie nationale, des infrastructures solides, qui sont quand même un fondement fondamental et structurant du développement du numérique. Un guichet unique dont on a beaucoup parlé aussi au niveau de l'Agence de promotion des investissements. Et surtout, une approche et une vision inclusive, que ce soit au niveau des territoires, que ce soit au niveau des populations, et tournée vers l'employabilité qui reste un des enjeux majeurs. Et donc cette digitalisation qui finalement n'est qu'un moyen, pas une fin, et qui doit rester toujours au bénéfice des usagers et surtout des citoyens. Sur ce, je vous remercie à tous. Merci à vous cinq d'avoir participé à ce très beau panel sur Djibouti. Je vous souhaite une très bonne élection présidentielle demain. Merci pour votre accueil, pour votre participation. Je voudrais, Thierry, si tu permets, remercier l'ensemble de l'équipe, mes collègues ici présents. Voilà, je m'excuse juste que nos dames qui étaient prévues ne soient pas correctes parce que ça aurait pu renforcer le genre de notre panel. Donc, on est désolé. On a aussi des femmes compétentes qui auraient pu prendre part à ce panel. Je voudrais remercier toute l'équipe d'Emerging Valley. C'était un plaisir
nom du site est vraiment personnel parce que nous avons eu ce panel, nous avons aussi des startups qui participent en ce moment même à Emerging Valley. Nous avons aussi la chance d'avoir eu le directeur général du Boutique Télécom qui a pris part à un panel tout à l'heure. En tout cas, nous sommes ravis, nous sommes heureux de pouvoir participer à la 5e édition, peut-être en présentiel, à Marseille. En tout cas, on se dit à très vite et merci à tous. Nous l'espérons tous. Merci Samatar, merci à tous. Ciao, ciao.